Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la musique créée par intelligence artificielle. On va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair et découvrir ce qui se cache vraiment derrière. Un tube en 30 secondes, ça fait rêver, non? Mais quel est le prix à payer? C'est ce qu'on va explorer. On va regarder de plus près ce phénomène, entre les promesses incroyables, la panique de certains artistes, et surtout, tout ce qu'on ne nous dit pas forcément. Alors voilà, on est en plein dedans. Une véritable déferlante d'outils comme Suno, qui nous promettent à tous de devenir des génies de la musique en quelques clics. L'idée, c'est de démocratiser la création. Mais forcément, ça crée aussi une sacrée angoisse chez les artistes qui se demandent quel est leur avenir là-dedans. Mais bon, il faut remettre les choses en perspective. Ce n'est pas la première fois que la technologie vient tout chambouler. Rappelez-vous l'arrivée des synthés, des boîtes à rythme, des sampleurs. À chaque fois, c'était la même histoire. Panique à bord, on criait que la musique était morte. Et puis au final, de toutes nouvelles formes de créativité ont émergé. Ok, entrons un peu dans le détail. On parle de révolution, mais est-ce que c'en est vraiment une? Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des fonctions magiques de ces nouveaux outils, elles ne sont pas si nouvelles que ça. En fait, elles sont construites sur des briques technologiques qui existent depuis des années et qui sont souvent en accès libre. Regardez un peu ça. Dès 2013, Spotify développait déjà des outils d'analyse de morceaux. En 2017, Google se lançait dans la conversion audio vers MIDI. Puis Facebook en 2019 avec la séparation des pistes, et même le clonage de voix en 2022. Toutes ces technologies qui sont le cœur du réacteur des outils actuels ont été développées et souvent partagées publiquement bien avant le buzz d'aujourd'hui. En gros, beaucoup d'outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est un peu comme une belle carrosserie posée sur un moteur qui existait déjà. Ils ont pris des technologies open source super puissantes, comme celles de Spotify, Google ou Facebook, et ils ont simplement créé une interface simple et jolie pour que tout le monde puisse s'en servir. Alors, on clique sur Créer, ça a l'air simple, gratuit, presque magique. Mais c'est là qu'il faut être très prudent. Derrière ce bouton se cachent des conditions d'utilisation, le fameux contrat caché, qui raconte une toute autre histoire sur qui a vraiment le contrôle de la musique qu'on vient de générer. Et c'est assez vertigineux quand on lit les petites lignes. En gros, en utilisant un service comme Suno, on leur donne une licence perpétuelle et mondiale sur nos créations. On renonce à nos droits moraux, on va voir ce que ça implique. Nos morceaux peuvent se retrouver en public sans qu'on soit prévenu, et pire, ils peuvent être utilisés pour entraîner les futurs IA. Et pour couronner le tout, le compte peut être supprimé n'importe quand, sans justification. C'est un contrat, disons-le, très très favorable à la plateforme. Voilà un exemple qui parle de lui-même. Ça peut faire sourire, mais c'est exactement ça, la perte des droits moraux. Concrètement, ça veut dire que la plateforme peut prendre la création, la transformer, l'utiliser dans n'importe quel contexte, même le plus absurde, sans jamais mentionner qui est à l'origine de l'œuvre. On pourrait se dire, ok, mais si je paye, je suis propriétaire, non? Eh bien, c'est plus compliqué. Oui, un abonnement payant donne des droits d'usage commercial, on peut télécharger les pistes. Mais la plateforme, comme Suno, est très claire. Elle ne garantit pas que l'œuvre puisse être protégée par le droit d'auteur. C'est un peu comme recevoir un acte de propriété pour un terrain sur la Lune. C'est sympa, mais légalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et voilà le cœur du problème. Pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, il faut une contribution humaine substantielle et identifiable. C'est la loi, notamment aux États-Unis, qui donne le ton. Si une chanson est générée à 100% par une machine, elle risque de tomber directement dans le domaine public. Donc même si la plateforme dit « c'est à vous », la loi peut très bien dire « non, c'est à tout le monde ». Forcément, avec tous ces enjeux, ça chauffe sur le front juridique. Et ce n'est pas juste un petit conflit entre artistes et technologues. Non, c'est une véritable guerre qui se joue sur plusieurs fronts avec des acteurs, des arguments et des enjeux très différents. On a en gros deux grandes batailles. D'un côté, les poids lourds, les majors comme Universal ou Sony, qui attaquent Suno pour violation massive de copyright. Ils disent « vous avez entraîné votre IA sur nos catalogues sans permission ». Et de l'autre côté, on a les artistes indépendants. Eux aussi attaquent pour violation de copyright, mais ils ajoutent une autre accusation très intéressante liée au DMCA. Le DMCA, qu'est-ce que c'est? C'est une loi américaine qui interdit de contourner les protections techniques d'une œuvre. Pensez au cryptage, ce genre de choses. L'accusation des indépendants est donc double. Non seulement Suno a copié les chansons, mais pour le faire, il aurait carrément crocheté la serrure de plateformes comme YouTube pour aspirer des millions de morceaux. Et ça, c'est une violation bien distincte du simple copyright. Tout ça nous amène à la question à 1 million. Est-ce qu'entraîner une IA sur des œuvres protégées, c'est du fair use, une sorte d'usage loyal et transformateur, ou est-ce que c'est tout simplement du pillage à l'échelle industrielle? La réponse que donneront les tribunaux va littéralement façonner l'avenir de l'IA et de toute la création. Et attention, il y a du nouveau. Warner Music a récemment changé de stratégie. Ils ont retiré leur plainte et ont passé un accord avec Suno. En gros, ils donnent une licence pour utiliser leur catalogue en échange d'une compensation pour leurs artistes. C'est peut-être un aperçu du futur. Les géants de l'IA qui s'arrangent avec les géants de la musique et les indépendants qui risquent de rester sur le carreau. Alors face à tout ça, que faire?
La vraie menace, au fond, ce n'est peut-être pas l'IA elle-même. C'est plutôt de l'utiliser sans comprendre comment elle fonctionne, à qui elle profite et dans quel flou juridique on met les pieds. Il faut passer d'un statut d'utilisateur passif à celui de créateur averti. Comment naviguer dans ce nouveau monde? Quelques pistes. D'abord, il faut être l'élément humain, apporter sa propre touche, ses paroles, sa mélodie, pour que la contribution soit substantielle. Ensuite, tout documenter, garder une trace des prompts, du processus, pour pouvoir prouver son travail. Bien sûr, lire les petites lignes pour savoir ce qu'on cède. Et enfin, être conscient des risques. Les règles peuvent changer, le contenu peut disparaître. Bref, il faut être stratège. Parce qu'au final, la vraie menace, ce n'est pas que l'IA remplace les artistes. C'est plutôt le risque d'une musique banale, lisse, une musique créée sans âme, sans expérience humaine. La technologie n'est qu'un outil. Ce qui fera toujours la différence, c'est l'originalité, l'émotion, le vécu. Et ça, pour l'instant, c'est encore notre domaine. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'IA va faire de la musique. Ça, c'est déjà une réalité. La question, c'est quel genre de musique allons-nous, nous les humains, choisir de faire avec elle? Comment va-t-on utiliser ces nouveaux pinceaux pour peindre quelque chose qui a vraiment du sens?